Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là, soit en personne, soit à distance. Ça nous fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je me présente Claire Bilodeau, je suis professeure d'actuariat et trésorière du syndicat des professeurs et professeurs de l'Université Laval. Je vais animer le midi débat aujourd'hui. Je vais vous présenter les personnes qui vont faire partie de la discussion sous peu. C'est juste pour vous dire que cette activité-là se tient dans le contexte du 50e anniversaire du syndicat. C'est une série de 4 midi débats. C'est le deuxième de la série. Donc, on vous invite à en profiter. Si vous l'écoutez en différé, je vous inviterai à la fin à participer au prochain. Le premier qui a eu lieu le mois dernier, c'est celui sur l'intelligence artificielle. Si, comme moi, vous n'avez pas pu y être présent, ben, j'espère que si ce n'est pas déjà fait, comme moi j'ai eu le plaisir de le faire, de le voir sur YouTube, ben, il est encore disponible. C'est vraiment bien. J'espère qu'on va avoir quelque chose de tout aussi passionnant aujourd'hui. Je vais faire de mon mieux pour y contribuer, en tout cas. Et pour aujourd'hui, le thème, en fait, si vous avez vu les affiches, le titre, c'est « Ici, la course au rectorat était demain ». Les processus consultatifs et la participation démocratique des professeurs. Fait que là, je vais déconstruire un petit peu le titre. En fait, si la course au rectorat était demain, ben, on va y aller en 3 temps. Puis dans le troisième temps, ben, c'est Vincent Joseph, je vais vous en dire un petit peu plus long à son sujet, mais c'est lui qui va nous parler de qu'est-ce qu'on propose de faire différemment. Avant ça, dans un deuxième temps, on va avoir Caroline Gagnon aussi, que je vais vous présenter, qui va nous permettre un peu plus de consultation, de participation, ce que ça veut dire. Mais avant ça, pour mettre la table, bien, il va y avoir Marie-Hélène Parizeau pour nous donner le contexte de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Et puis, permettez-moi de vous en dire un petit peu plus sur chacune des personnes qui sont à ma gauche, qui sont à votre droite à l'écran. Bien, il y a Marie-Hélène Parizeau, qui est professeure à la faculté de philosophie et qui est notre présidente, la présidente du SPUL. Alors, c'est elle qui va nous donner le contexte. Caroline Gagnon, qui est professeure à l'école de design, qui est notre secrétaire au syndicat et qui en connaît, qui s'intéresse à un paquet de choses, dont participation et démocratie. Après ça, vraiment a été très impliqué Vincent Joseph, qui est professeur au département de pédiatrie, qui est notre vice-président. Et lui, bien, si vous vous rappelez, il était dans le comité de négo, puis maintenant, il est avec nous à l'exécutif et va nous parler un peu de ce qu'on propose pour donner chair, donner vie à certains éléments de la convention collective. À la toute fin, après les 3 présentations, ben, en ligne, malheureusement, vous ne pourrez pas poser de questions de façon, en termes de technologique, on ne s'est pas organisé pour vous permettre ça. Par contre, toutes les personnes qui sont ici présentes, vous serez invitées à nous faire vos commentaires et à nous poser vos questions et à animer l'interaction entre les présentateurs ici en avant et vous dans la salle. Alors, voilà, c'est le coup d'envoi. Sur ça, je vais tout de suite céder la parole à Marie-Hélène pour nous mettre la table pour ce midi débat aujourd'hui. Merci Claire. Alors, écoutez, moi, je vais essayer de parler un peu de la démocratie dans notre université ou dans les universités en général. Pourquoi la démocratie, c'est important? Pourquoi c'est au cœur des processus décisionnels au sein de nos instances? Ou pourquoi ça devrait l'être? En tout cas, la démocratie, ça reflète une certaine conception de l'université. Alors, je vais un peu opposer rapidement 2 conceptions de l'université, l'une qui tourne autour des processus démocratiques, consultatifs, participatifs, l'autre qui, disons, limite beaucoup ces processus de participation démocratique. Pourquoi opposer ça? Parce que finalement, c'est un peu des arrière-plans qui nous permettent de comprendre pourquoi la démocratie est importante et pourquoi à la fois on la prend pour acquis dans nos institutions, puis dans notre, enfin, que ce soit au Québec ou au Canada, ça fait partie de nos processus politiques et dans le fond, nos institutions universitaires bien participent de ce grand mouvement, si vous voulez, de l'expression démocratique des choix et ces institutions les ont plus ou moins, comment dirais-je, développées ou rétrécies. Alors, je dirais qu'il y a 2 modèles qui actuellement s'opposent. Vous devinerez assez facilement quel est le modèle que nous défendons, nous les professeurs. Le premier modèle, je dirais, nous vient du modèle de l'entreprise privée, c'est-à-dire un modèle qui est beaucoup plus centralisateur,
où les décisions viennent du haut pour aller vers le bas. Hein. C'est la direction qui envoie les décisions et puis qui, disons, suit les échelons et va à l'intérieur de l'institution. Et le bas, c'est tous les employés. Évidemment, ce modèle-là aussi véhicule l'idée qu'il y a en haut ceux qui savent, qui prennent les décisions, et puis les autres qui les exécutent. Ça implique une certaine forme, disons, d'obéissance, hein, et qui laisse plus ou moins de place, on va le voir, à la concertation ou au dialogue. Hein. C'est vraiment un système beaucoup plus pyramidal. Et quand il y a consultation par sondage, par exemple, eh bien, c'est davantage pour prendre des informations, prendre le pouls sur des sujets qui peuvent être controversés. Hein. On pense à l'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple, à l'université, ou alors pour, comment dire, avoir une idée d'orientation générale, pour voir s'il y a une adhésion ou un intérêt, tout simplement, pour certaines orientations générales. Et puis aussi, ça peut être un mécanisme, je dirais, plus politique pour savoir, pour permettre d'identifier les résistances là où elles pourraient se manifester à l'intérieur d'une institution. Alors évidemment, c'est un modèle qui est calqué sur le modèle entrepreneurial de l'entreprise privée, donc gouverné suivant des principes beaucoup plus de rentabilité, d'efficacité, d'une gestion agile, pour reprendre un peu l'expression de notre rectrice, dans une dynamique de ce genre où on met l'accent sur l'efficacité. Évidemment, le temps de discussion, le temps des participations, c'est pas vraiment valorisé, hein, parce que ça prend du temps, évidemment. Alors, ce modèle-là va impliquer, si vous voulez, aussi d'autres corollaires, par exemple le fait que les étudiants deviennent des clients, qu'on va multiplier des partenariats avec le secteur privé, et puis finalement, on va avoir la tendance dans les nominations à travailler plus par cooptation que par processus, si vous voulez, de désignation démocratique. Par rapport à la mission, alors là je parle évidemment de l'université, on va mettre l'accent sur l'innovation technologique avant et toute chose, hein, c'est le message qu'on va mettre de l'avant, au détriment, si vous voulez, d'une mission plus large, plus collective, plus englobante de tous les champs disciplinaires qui portent une université. Donc on a une vision entrepreneuriale qui porte, si vous voulez, différentes caractéristiques, c'est ce que j'ai été de montrer très grossièrement, hein, on pourrait nuancer ce que je dis, mais j'essaie de montrer ça à grands traits pour montrer un peu les grandes tendances et pour juste montrer que, dans le fond, avec un modèle du haut vers le bas comme ça, on a finalement peu de contre-pouvoirs, peu de mécanismes où on encourage, si vous voulez, la participation démocratique. Ce qui pose la question, évidemment, de la légitimité de certaines décisions qui sont prises en haut par rapport à la communauté universitaire. Alors, la deuxième version, qui est, en tout cas, moi je peux le dire, la version que j'ai connue jeune professeur il y a une trentaine d'années, qui était une version tournée beaucoup plus vers les valeurs fondatrices d'une université complète et puis collégiale. Disons que cette version-là, elle repose beaucoup plus sur la participation des professeurs et de la collectivité, c'est-à-dire de la communauté universitaire d'une façon générale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle réaffirme sa vocation, c'est-à-dire l'enseignement, la recherche, le service à la collectivité, et l'idée qu'elle va servir le bien commun. Et ici, quand on parle de servir le bien commun, c'est le bien commun au Québec, hein, on est une université publique, et il s'agit ici de transmettre à la fois des savoirs, des connaissances, de soutenir des percées scientifiques, donc d'avoir une vision beaucoup plus globale de ce que c'est qu'une université.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que de cette vision universitaire, on a quand même des mécanismes internes, un héritage que qui constitue encore l'université et qui sont, à mon point de vue, des signes que ces instances-là, parce qu'elles existent, nous permettent d'exercer une participation démocratique au sein de notre université. L'idée de la collégialité, ben, c'est l'exercice, si vous voulez, des processus de discussion qu'on peut retrouver dans les assemblées d'unité, dans les assemblées facultaires, dans les comités de programme, puis après ça, dans les instances intermédiaires que constituent les commissions, commission de la recherche, commission des études, commission des affaires étudiantes, tous ces niveaux, si vous voulez, de représentation où les professeurs sont quand même très nombreux, voire dominent certaines de ces instances-là, permettent finalement, effectivement, des processus de participation démocratique et permettent effectivement, quand il y a des procédures qui sont mises bien en place et qui sont bien utilisées, des décisions plus consensuelles, que ce soit au sein des unités ou des facultés ou des commissions. Évidemment, chacun de ces niveaux-là a sa fonction spécifique, mais elles permettent de faire converger des décisions, des actions, et surtout donnent une légitimité au contenu des décisions qui sont prises. Donc, ici, les instances décisionnelles, quel que soit leur niveau, permettent de réaffirmer la mission d'enseignement et de recherche. Et on a une instance, disons, qui est, encore une fois, je crois, un très bel héritage de notre université, qui est le conseil universitaire. Et ici aussi, ce n'est pas une chambre d'enregistrement, le conseil universitaire. C'est véritablement un lieu vivant de la démocratie universitaire. Et c'est un contre-pouvoir par rapport à, si vous voulez, aux orientations ou aux décisions de la haute administration. Ça va dans les deux sens. Ça permet cette circularité qu'un modèle top-down ne permet pas. Donc, c'est pour ça que la vie démocratique est importante dans notre université. Et donc, ça permet, comment dire, un contre-pouvoir, une vigilance sur un certain nombre d'enjeux, les orientations de notre université, mais aussi les enjeux d'équité et de justice au sein de notre université, au sein des facultés, des unités, par exemple. Et puis, évidemment, ça a un rôle de gardien de la vocation d'une université publique. Donc, pour résumer, si vous voulez, tout ce que nous avons comme structure, eh bien, elles sont là, nos instances sont là, il faut les animer de cette vie démocratique, participative, et il y a un certain nombre de conditions à ça, à commencer par ce que j'appellerais la clause de publicité, qui est une clause développée par Kant, où il dit dans le fond que les bases de la démocratie, c'est la transparence de l'information. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait ce qui se passe, on est capable d'en discuter, et que la clause de publicité, c'est la garantie de base de la discussion et de la discussion démocratique. C'est ce qui nous permet à ce moment-là de débattre aussi de façon critique, puisqu'on a les bonnes informations, les informations pertinentes. Donc, pour moi, l'héritage que l'on a à l'Université Laval, avec toutes nos instances, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour développer notre participation démocratique et construire des consensus et donner à notre institution à la fois son élan, sa direction, sa cohésion. Donc pour moi, l'enjeu de la démocratie, c'est véritablement une mobilisation aussi des professeurs au sein de l'université pour faire advenir en quelque sorte cette participation démocratique de plus en plus grande. Donc j'ai opposé, pour terminer, deux modèles pour montrer que, évidemment, comme professeur, comme présidente du syndicat, c'est évident que je vais défendre la position beaucoup plus démocratique, la participation démocratique, et je crois qu'on a les outils pour ça. Il faut, comment dirais-je, exiger un certain nombre de conditions
Et je crois que c'est Caroline Gagnon qui va expliquer justement ces conditions-là. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Marie-Hélène, de nous avoir présenté ces deux visions-là, quand même très distinctes de l'université et comment la définir. On va poursuivre avec d'autres définitions, en tout cas une autre présentation qui va nous aider à mieux comprendre ce que sont la consultation, la participation, comment ça se décline, la démocratie. Alors, à ton tour, Caroline. Alors, merci tout le monde. Je vais aborder les questions de la consultation, de la participation du point de vue des travaux que j'ai menés dans le cadre des projets d'aménagement, des grands projets d'infrastructure publique, pour ne pas les nommer les projets de ligne à haute tension, qui sont des projets généralement contestés. Donc, c'est dans ce contexte-là que je vais essayer d'élaborer sur les définitions qui sont souvent admises en termes de consultation publique, et participation publique, puis de les décliner à l'échelle de l'université. Souvent, on va entendre des termes ou des expressions ou même de la légitimisation de l'action à travers l'idée de consultation. On vous a consulté, donc on peut agir. Et souvent, en fait, ça nous donne l'impression que ça légitimise un paquet d'actions, un paquet d'orientations stratégiques ou décisionnelles en fonction d'une consultation qu'on aurait plus ou moins pu consulter même, en fait, donc qu'on aurait plus ou moins eu comme eu connaissance des résultats. Donc, il y a un certain nombre de choses quand on parle des processus consultatifs. On peut penser, par exemple, au Bureau d'audience publique, à l'Office de la consultation publique de Montréal, qui sont des organismes neutres, qui vont justement encadrer les processus consultatifs. Et Marie-Hélène l'a bien montré tout à l'heure dans le modèle de l'université qu'on souhaite préserver et défendre. C'est pour qu'une consultation soit effective et soit légitime, il faut donc avoir une bonne circulation de l'information. Ça implique des procédures, des manières de bien diffuser l'information, de développer donc des principes de transparence, mais surtout, ça implique des règles de base sur lesquelles on s'entend collectivement pour être capable de savoir à quoi servent ces dispositifs consultatifs-là. Si ce n'est qu'un sondage, à ce moment-là, on va savoir que le sondage ne peut être utile que pour savoir sonder la température de l'eau, mais ça ne peut légitimer une action plus profonde de transformation ou de prise de décision si on ne connaît pas les résultats, si on n'a pas participé même à l'élaboration des questions, par exemple, ou un certain nombre de paramètres qui permettent de comprendre comment cette consultation-là a été menée et pour quel but. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on doit s'assurer en fait, un certain nombre d'éléments qui relèvent du processus lui-même, c'est-à-dire avant même d'instaurer un processus consultatif, il faut être en mesure de savoir quelles sont les règles du jeu. Pourquoi on participe, qu'est-ce qu'on fait avec ces types des résultats des consultations, puis en quoi ça va légitimer ou pas l'action. Et donc, ces processus-là ont évidemment leurs avantages et leurs désavantages, mais si elles sont utilisées uniquement pour justifier une position en particulier, elles ne peuvent être en soi, donc, une justification. C'est-à-dire, on ne peut pas juste dire « on a consulté » sans nécessairement présenter aux citoyens ou, dans le cas présent, aux professeurs, les différents points de vue qui ont été développés. Si je prends l'exemple du Bureau d'audience publique en environnement, vous allez sur le site Internet, les résultats des échanges qui ont été faits à travers souvent il y a des activités de consultation, donc les citoyens vont pouvoir se présenter. Il y a des commissaires nommés qui vont pouvoir prendre acte des discussions. Il y a des rapports qui sont déposés à la fin et surtout aussi, il y a des mémoires qui sont déposées. Ça fonctionne aussi comme ça dans les processus de changement de loi, etc. Donc,
toutes les informations sont disponibles, ce qui nous permet de savoir qu'est-ce que la consultation a permis de révéler comme problématique, comme enjeu, etc. Et évidemment, les commissaires sont libres de donner leur point de vue à l'effet de leur point de vue sur le projet à faire. Ensuite, les décisions des processus consultatifs, ces instances-là ne sont pas décisionnelles, donc n'ont pas le pouvoir c'est des pouvoirs d'influence, mais en fait, c'est vraiment sur le plan politique qu'on va éventuellement prendre une décision sur la base de la consultation ou pas, mais on pourra éventuellement donc réagir en tant que citoyen pour dire, bien, vous n'avez pas pris en compte certains éléments de la consultation, etc. Quand on parle de participation, en fait, là, on va parler davantage vraiment d'une approche qui va être beaucoup plus concertée. Donc, on va passer à un autre niveau de pouvoir où on va considérer que ce soit les citoyens ou, là, dans le cas présent, les professeurs, davantage comme des partenaires. Et donc, là, il y a d'autres types d'instances, comme les comités paritaires, comme un certain nombre d'autres instances qui permettent de situer le professeur comme étant un partenaire de la décision. On considère que vraiment, il y a une forme d'équité en termes de point de vue. Et donc là, en fait, l'avantage, c'est que les décisions qui seront prises seront faites dans des intérêts communs plutôt que des intérêts qui seraient éventuellement orientés vers une orientation qui pourrait mettre en avant-plan, par exemple, juste une vision de l'université par rapport à une autre. Évidemment, comme Marie-Hélène l'a souligné tout à l'heure, la consultation, c'est long, puis les processus participatifs, ça l'est d'autant, puisque ça oblige encore de prendre le temps de décortiquer les décisions à prendre, de prendre le temps de décortiquer les informations et surtout, ça demande aussi un certain niveau de transparence à toutes les étapes de prise de décision ou de position qui pourront être issues des processus participatifs. Donc, dans tous les cas, et dans la convention collective qu'on a sous la main, il y a des principes de base qui sont la participation démocratique, mais entre autres la question de la transparence qui sont vraiment la transparence est vraiment interreliée à la fois à la consultation et à la fois à la participation, mais la participation donne une prise différente en termes d'impact sur la décision à prendre. Je laisserai là-dessus Vincent. Il y a évidemment des règles, en fait, qu'on pourra revenir tout à l'heure, mais je vais laisser la parole à Vincent sur les changements qu'on propose à la course au rectorat, notamment pour s'assurer que la participation des professeurs aux décisions qui concernent qui va gouverner l'université puisse être plus démocratique. Merci beaucoup, Caroline. À ton tour, Vincent, présente-nous ta proposition conjointe. Je vais, si j'ai un petit peu de temps, je vais même m'étendre un petit peu sur ce qui a amené finalement à la proposition. Je pourrais vous la donner comme ça, mais on va faire un petit retour en arrière. La négociation qu'on a menée en 2022-2023 n'est pas sortie comme ça du néant. Puis, elle était basée sur un cahier des charges qui était précis, détaillé, qui était un document assez conséquent et qui a été justement mis en place à la suite de consultations des professeurs par le conseil syndical et le comité exécutif, qui a été un processus long, qui a été un processus compliqué et dans lequel toutes les opinions qui ont été exprimées à cette occasion ont été considérées puis consignées dans un document qui a finalement été approuvé par le conseil syndical. Et donc, quand on a abordé la négociation, on avait le mandat comme comité de négociation, aussi bien du comité exécutif du syndicat, mais aussi du conseil syndical, de demander un certain nombre d'amener un certain nombre de points à la table de négociation. Et parmi ces points-là, il y avait évidemment de renforcer le rôle des professeurs dans la gouvernance de l'université.
et puis de faire rentrer des notions justement de collégialité, de transparence, de participation démocratique, etc. Ce qui a conduit à l'introduction de la fameuse clause 1.3.02 dans la nouvelle convention collective, qui définit notamment que les professeurs sont au cœur de la gouvernance de l'université et qu'ils participent démocratiquement. Les mots ont un sens, comme moi je le prétends. Démocratique, ça veut dire ce que ça veut dire. On participe démocratiquement à toutes les décisions qui impliquent ce que doit être l'université au moment présent et dans l'avenir. Évidemment, on l'a tous très très bien remarqué, puis à la table de négociation, c'était très très évident. Il y a eu des résistances marquées de la part de l'administration à ces discussions, puis il a fallu vraiment que la pression devienne très très importante de la part des professeurs par la grève, la mobilisation, etc., pour que finalement cette clause et ces enjeux soient inscrits très spécifiquement dans la convention collective. Évidemment, nous on prétend que la participation démocratique doit se décliner à différents niveaux de prise de décision. Puis les gens qui prennent des décisions, les décisions qui nous concernent, puis qui concernent l'université, ce que doit être l'université dans le moment présent puis dans l'avenir, c'est principalement à différents échelons, nos directeurs d'unité, nos doyens, nos doyennes, et puis la rectrice ou le recteur. Donc, on prétend que tous ces gens-là, les professeurs, ont une certaine légitimité, même qui est encadrée légalement par notre convention collective maintenant, de participer finalement à leur nomination ou à leur élection. Donc, et c'est évidemment une participation qu'on prétend être démocratique. Et comme je le répète souvent, on est au Canada, on est au Québec, et la démocratie s'exprime au Canada et au Québec par des scrutins universels. Uninominal à un tour, etc. Mais tout le monde, le principe de base, c'est que tout le monde vote, et tout le monde vote avec une voix. C'est pas parce qu'on est député, Premier ministre, ministre, maire, etc., que notre vote va compter pour 5 voix, puis celui du plombier d'à côté va compter pour 1 voix. Bon, alors tout le monde a une voix. C'est le principe qu'on défend, c'est le principe de la démocratie dans nos sociétés. Alors, si on applique ça à l'élection de la rectrice ou du recteur, on pourrait l'appliquer aussi à la nomination des directeurs d'unité, mais c'est un autre sujet. On y reviendra peut-être un moment, un autre jour. Ça fait l'objet de discussions passionnées et animées sur le sujet notamment du projet de révision des statuts. On prétend qu'on peut élire nos directeurs d'unité, nos doyens, en vertu de ce principe de participation démocratique. On se fait opposer d'autres arguments par la haute administration, mais on ne rentrera pas dans le débat. Puis on va essayer de se focusser sur la course rectorale et l'élection de la rectrice et du recteur. Et puis si demain ça devait se passer, la manière dont ça se passe, c'est qu'il y a un collège électoral qui est composé de 146 personnes donc, qui votent. Évidemment, ces personnes-là ont tous droit à une voix. Il n'y a pas d'équilibre de voix qui est fait. Enfin, il n'y a pas de voix prépondérante qui est donnée à ces membres votants du collège électoral. Mais alors, ces membres, ce collège électoral est composé, les membres qui le composent sont les membres du conseil d'administration, du conseil universitaire et des 3 commissions permanentes de l'université, à savoir la commission des études, la commission de la recherche et la commission des affaires étudiantes. Donc le processus, c'est qu'il y a, je pense, un maximum de 5 candidats qui peuvent se présenter, puisque s'il y en a plus de 5, ils sont éliminés au fur et à mesure. Et puis, de ces 5-là, on fait un vote où il faut que, pour qu'une personne soit élue, elle recueille un vote majoritaire, donc plus de 50% des voix exprimées. Donc sur ces... maintenant, on peut essayer de décortiquer puis de voir un petit peu qui est présent dans le collège électoral. Donc sur
Sur ces 146 personnes qui votent, il y a 28 professeurs qui sont membres du conseil universitaire ou du conseil d'administration, et il y en a 30 qui sont présents sur les 3 commissions permanentes. Donc ça fait un total de 58 professeurs, soit environ 40% des voix. Et puis il y a d'autres personnes qui s'ajoutent évidemment à ce groupe-là, qui siègent au CA ou au CU à titre, bon, la rectrice, le recteur siège au CA à titre de recteur, de rectrice, elle participe au collège électoral, ça fait 1 voix de plus. Les vice-recteurs, ça fait 5 voix de plus. Les doyennes ou les doyens, ça fait 16 voix de plus. Des représentants direction de centres de recherche, je pense que c'est 2, etc., etc. Donc, ça fait, tous ces votes-là comptent à peu près pour 32 voix, soit à peu près 20 à 22% du vote. Et puis, le reste du collège électoral est composé d'étudiants, il y en a 24 au total, de représentants des chargés de cours, du personnel administratif, des professionnels de recherche, etc., etc., pour arriver à 146 voix. Alors, la proposition, la réflexion qui a été faite, notamment par le conseil syndical en début d'année, au mois de janvier et février, sur une recommandation, puis une réflexion aussi du comité exécutif, c'est de dire finalement l'ensemble de ces... dans les membres votants, qui sont les doyens, la rectrice, les vice-recteurs, etc., on considère que ces gens-là sont en fait aussi à la base des professeurs. C'est le principe de la gouvernance collégiale, c'est que les fonctions administratives sont occupées par des professeurs. Donc on ramène on peut les englober dans le pool des professeurs qui sont membres du collège électoral, c'est ce qu'on a considéré. Et puis à ce moment-là, on arrive à un total de 58 plus 32, alors on va faire un calcul rapide, je crois que ça fait 90. 90 voix exprimées au collège électoral qui sont des professeurs. Donc là, on ramène, plutôt que de dire que la rectrice ou le doyen les doyens vont avoir un poids plus important, on les considère comme des professeurs. Et donc, on ramène ce vote à celui d'un professeur normal, régulier. Donc, 90 votes qui émanent des professeurs. Alors, on considère que ça fait à peu près 60 à 61-62% du vote du collège électoral qui est donné, qui représente les professeurs. Et finalement, la proposition qui a été faite, c'est de dire, bon, donnons à ces gens-là le mandat de représenter l'ensemble des professeurs. Donc, permettons à l'ensemble des professeurs de s'exprimer, de voter, de faire valoir leur voix sur le choix qu'ils considèrent être le meilleur pour prendre la direction de l'université, puis assumer la fonction de rectrice ou de recteur. Donc, l'ensemble des professeurs votent. Admettons, Dupont recueille 75% du vote. Bon, le collège, les membres du collège, le poids relatif, je vais essayer de m'exprimer correctement, que ce soit clair, ce 75% va finalement devoir se refléter dans le 60%, 62% des membres du poids des professeurs dans le collège électoral. Donc, on ne demande pas que les professeurs élisent effectivement la rectrice. Les autres groupes doivent participer, les autres groupes représentant l'université doivent faire valoir leur point de vue, mais que le poids relatif des professeurs reste le même que ce qu'il est actuellement, mais que l'ensemble des professeurs puissent s'exprimer. Un professeur, une voix. Et voilà la nature et l'essence et la raison qui explique cette proposition qui a été faite. Puis, donc, présentée en conseil syndical, discutée en conseil syndical, approuvée par le conseil syndical. Donc, encore une fois, un processus qui a été démocratique, qui a pris du temps, qui a impliqué des discussions, etc., etc. Est-ce que c'est suffisamment clair, Madame l'animatrice? En fait, peut-être parce que j'étais là, est-ce que c'est clair pour tout le monde? En fait, je ne sais pas, mais que là, non seulement on considère tous les professeurs, peu importe l'étiquette qui arrive à côté, mais sur une base égale, mais on invite tous ces professeurs-là aussi à s'exprimer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tous les professeurs s'expriment, C'est ça. qu'ils soient
directeur d'unité, professeur, doyen, vice-recteur, je ne sais pas quoi, ou recteur ou rectrice. Alors, c'est vraiment tout le monde qui serait invité à se prononcer là-dessus. Puis ce que j'ai trouvé intéressant que Vincent fait ressortir, c'est qu'on vit au syndicat des processus démocratiques qu'on souhaiterait voir se perpétuer et s'étendre davantage à l'ensemble des décisions qui nous concernent directement comme professeurs. Là, je ne sais pas si déjà vous vouliez rebondir sur certains éléments des autres personnes qui ont parlé ou si les gens... Déjà, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions, des commentaires, des observations sur le... Il suffit, approchez-vous au micro, tout est enregistré. Si vous voulez vous nommer, dire d'où vous arrivez, sinon on n'aura que votre voix pour la postérité. Ça fond, oui. Yves Tremblay, faculté de médecine, département d'obstétrique et de gynécologie. En fait, la proposition, c'est que, là, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais c'est que les 1400 professeurs puissent voter et que le résultat de leur vote représente 61 ou 62% de ce qui est normalement représenté par ceux qui sont juste là. Donc, leur vote est noyé dans les 1400 profs, ce qui serait tout à fait normal. Comment la haute administration a-t-elle accepté, d'abord, est-ce qu'elle a considéré la faisabilité de cette affaire-là? Puis deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, quelle est la réaction de nos vis-à-vis? Alors, je vais juste faire une petite précision. Je pense dans la proposition qu'on avait faite, il y a certes les 1400 profs membres du syndicat des professeurs de l'Université Laval, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres professeurs à l'université qui sont les professeurs en faculté de médecine de l'AMCEL et puis en faculté de médecine dentaire. Je pense aussi qu'il y a des associations différentes. Ce sont des professeurs de l'Université Laval et qui donc sont inclus évidemment dans le groupe des professeurs. Il n'est pas question de pas considérer la participation de ces collègues-là. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a absolument aucune volonté d'aller dans ce sens-là de la part de l'administration. Ils considèrent que c'est compliqué, qu'au niveau technique, ce risque d'être un cauchemar, impossible à mettre en place, etc., etc. Alors que il y a certainement des solutions assez simples à mettre en œuvre pour mettre ça en application, mais il y a quand même une résistance très, très marquée sur ce point-là. Je vais poser la question parce que je savais un peu la réponse, mais c'est quand même étrange, hein, parce que c'est des profs. Puis comme professeur d'université, on a des carrières de recherche dans lesquelles on ouvre des sentiers, on va vers des choses qu'on ne connaît pas. Puis là, un simple changement qui n'est pas si compliqué, qui va demander un peu de réflexion, un peu de technique, là, c'est impossible. C'est des profs d'université, ces gens-là. Tout à fait. Moi, ça me sidère, puis j'aurais peur d'avoir un directeur comme ça, là. Un directeur de thèse comme ça, là, j'aurais peur. Personnellement, moi, j'aurais peur. Ce qu'on a entendu à l'occasion d'un conseil universitaire, je ne sais plus quand exactement, où ce sujet-là avait été mis sur la table, c'est que finalement, je pense que c'était un doyen qui avait fait ce commentaire, c'est que finalement, les gens qui participent aux instances, les gens qui sont au conseil d'administration, qui sont au conseil d'université, ont une bien meilleure connaissance du fonctionnement de l'université, des rouages internes et puis des intérêts, etc. Donc, leur voix est bien plus importante. Mais pour moi, ça cache une faille majeure là-dedans, c'est que finalement, on ne veut pas expliquer la vision qu'on porte de l'université. Parce que c'est un petit peu la thématique, c'est qui a peur de la démocratie et pourquoi? En fait, je trouve que ça fait écho aussi à ce que Marie-Hélène présentait dans la vision de l'université, le savoir. En fait, c'est ça que Vincent expose, c'est qu'on s'est fait dire que finalement, eux savent, c'est essentiellement ça, puis c'est la vision top-down où les gens en haut savent, puis après ça, les gens qui savent prennent des décisions, puis on le fait. Marie-Hélène, voulais-tu réagir? J'ai eu l'impression... Oui, alors,
ce qui est important de savoir, c'est que la question de la nomination d'un recteur ou une rectrice, nous sommes la seule université au Québec à avoir un collège électoral. Toutes les autres universités, ce sont des comités de nomination et qui vont désigner en fait un recteur ou une rectrice. Donc on a, moi je trouve quelque chose de fort intéressant, mais qui mérite d'évoluer avec le temps. Et je trouve que la bataille autour du collège électoral, qui est un des éléments sur lesquels, évidemment, on n'est pas d'accord dans la réforme des statuts, c'est que il y a un potentiel de démocratisation ici qui est intéressant. Puis quand on regarde dans d'autres pays, parce que là, il faut regarder ce qui se passe dans d'autres pays, ça a été mentionné dans une des réunions du conseil universitaire, il y a parfois même les anciens diplômés qui vont voter à l'intérieur d'un processus de nomination de recteur dans certaines universités américaines. En France, ce n'est pas un recteur ou un candidat au rectorat qui se présente, c'est une équipe. Donc, c'est sûr que ça politise, je veux dire, le processus, mais je veux dire, la démocratie, c'est de la politique. Alors, on a l'impression ici qu'on veut comme limiter la démocratie, alors que, justement, le collège électoral, pour moi, a cette possibilité extraordinaire de développer la démocratie. Et il me semble qu'à l'université, on devrait être exemplaire par rapport à ça. C'est quand même le lieu du développement du savoir, des connaissances, de la recherche, de l'enseignement. Alors, pourquoi on n'aurait pas au cœur de notre institution ces mécanismes profondément démocratiques qui seraient exemplaires? Alors, pour moi, au contraire, c'est une très belle chance de pouvoir discuter de ce mécanisme-là. Et je dis bien de discuter parce que tout ça, c'est pas coulé dans le béton, mais encore faut-il vouloir discuter. Et ce que je trouve dommage, c'est que la haute administration actuellement n'est pas du tout dans un mode de discussion. Hein, on est vraiment, on veut pas toucher au collège électoral, on veut le moins possible discuter sur cette question-là et sur d'autres aspects de la réforme des statuts. Merci. En fait, j'aimerais peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle ou sinon je relancerai peut-être nos intervenants. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant que Caroline fasse sa distinction. En fait, c'est quoi une réelle participation? C'est quoi une réelle consultation? Là, parce que des fois, ça peut être aussi bien juste faire acte de présence puis ça n'a plus d'impact. Mais comment on fait l'équilibre entre les deux? Parce qu'on s'entend, les deux demandent des efforts, mais pas du tout le même niveau d'investissement. Comment on fait pour... avez-vous des réflexions, des idées à soumettre sur comment on fait l'équilibre entre tout ça, là, entre la consultation et la participation? C'est une bonne question, Claire. En fait, ce qu'on constate, c'est que il y a différents dispositifs actuellement dans la société où on va demander l'avis des gens et de plus en plus, on voit en fait que de simples sondages vont être suffisants. Et c'est là aussi que des sondages pour tout et rien, là, en fait, puis en fait, comme professeur, on constate qu'on a beaucoup de demandes de sondages. La différence, en fait, puis l'équilibre qu'il faut essayer de trouver, c'est de dire, c'est bien de demander l'avis, mais après, il faut être en mesure de pouvoir respecter cet avis-là. Et c'est là que les choses sont peut-être un petit peu plus complexes et il faut donc se donner du temps et aussi des règles relativement claires pour savoir pourquoi on le fait puis à quelle fin on va l'utiliser. Marie-Hélène l'a montré tout à l'heure, c'est que ça renvoie aussi à des... mais dans le domaine de la participation, souvent ce qu'on va appeler, c'est de la pseudo-participation quand on ne prend pas acte des avis. Donc, ça veut dire qu'on vous demande votre avis, mais d'un autre côté, si ça fait plus ou moins notre affaire, ben on ne va pas nécessairement la considérer.
Puis, il y a un principe de base qui était la transparence dont on a parlé tout au long, c'est-à-dire que si minimalement, on n'a pas les dispositifs pour être capable de pouvoir avoir des contre-pouvoirs qui vont dire « oui, mais c'est pas ce que la… » Il y a plusieurs éléments dont vous n'avez pas pris en compte. Bien, en fait, le fait d'avoir accès à l'information, c'est un des principes de base. Des grandes institutions peuvent se doter de dépôts. Il y a un certain nombre de choses. Les procès-verbaux vont être des éléments qui vont être intéressants, par exemple, dans des instances, mais parfois, ce n'est pas uniquement ça. C'est-à-dire que si on consulte, bien, pourquoi pas déposer des éléments? Donc ça, ce n'est pas si compliqué, là. C'est-à-dire qu'on va déposer ou on va mettre on va déposer un rapport, on va nuancer, on va mettre les données qu'on a recueillies. Ça peut être des façons de justement alimenter la discussion ou le débat. Les processus de parler en fait de l'équilibre entre ces différentes modalités-là, évidemment, il y a une échelle, hein, c'est-à-dire que pour certaines décisions qui ont des effets plutôt ponctuels, parfois les sondages, ça va être suffisant. Mais les décisions qui ont des impacts majeurs dans la transformation, soit des programmes, soit des statuts pour ne pas les nommer, bien en fait, ces dispositions-là sont essentielles pour avoir une certaine légitimité. Donc, il faut d'abord s'entendre sur comment on procède, qu'est-ce qu'on fait avec l'information qu'on recueille, comment on la met à la disposition des personnes pour que les personnes qui prennent les décisions soient en mesure de prendre des décisions éclairées, quelles procédures on met en place pour arriver à des consensus. Et ce sont tous des éléments sur lesquels les processus de consultation vont avoir une légitimité. Plus largement, c'est sûr que si on veut amener des éléments de participation, là, on va parler davantage de partenariat, donc il faut instaurer aussi des instances avec lesquelles on va être en mesure de pouvoir vraiment avoir des contre-pouvoirs ou des pouvoirs qui sont équitables de part et d'autre. Le conseil universitaire versus le conseil d'administration de l'Université Laval, ce sont deux instances qui ont deux chapeaux différents, puis qui sont quand même intéressants. Mais dans la mesure où il faut s'assurer que les représentants des professeurs à l'intérieur de ces instances-là puissent être d'abord des représentants des professeurs et pas juste des représentants d'eux-mêmes, mais puissent justement avoir l'information nécessaire, tirée des consultations, tirée des différentes modalités d'information autour d'un sujet en particulier pour être en mesure de pouvoir prendre des décisions. Donc, souvent, c'est vraiment la transparence et l'accès à l'information qui est vraiment essentiel. Il y a aussi les délais. S'assurer d'avoir des délais suffisants pour être en mesure de pouvoir prendre connaissance des documents puis de les comprendre quand c'est complexe. Il y a aussi un élément qu'on voit très peu, c'est la rétroaction argumentée des décisions. Donc, on peut parfois ne pas prendre acte pour toutes sortes de raisons, mais encore faut-il être en mesure de pouvoir diffuser cette argumentation-là. Il y a un autre principe qui est intéressant aussi, c'est la représentativité. Dans une université telle que la nôtre, on a des disciplines qui sont différentes, puis des facultés, entre autres, puis de s'assurer aussi que dans la prise de décision, il y a une représentativité de toute cette diversité qui va permettre aussi, entre autres, de s'assurer d'avoir des décisions qui puissent aller chercher les angles morts selon les différentes perspectives. Et il y a aussi les mécanismes de suivi et d'évaluation. Est-ce que la manière dont on a fonctionné va être suffisante, va être pertinent? Est-ce qu'on peut améliorer les processus qu'on a développés, puis donc s'assurer que ça se fasse de manière soit par des bilans périodiques, etc., sur les décisions qui ont été prises ou les modalités des prises de décision qui ont été développées, les processus consultatifs, est-ce qu'ils ont été pertinents, est-ce que ça a permis de vraiment améliorer la décision? L'objectif ultime de toutes ces démarches-là, c'est de s'assurer de pouvoir prendre des décisions en évitant des angles morts,
en s'assurant que la diversité des points de vue soit prise en considération, en évitant des écueils aussi, c'est-à-dire de s'assurer que les décisions, on a oublié certains impacts qui peuvent avoir donc des répercussions majeures parfois dans le but visé, mais c'est surtout d'améliorer les décisions, d'améliorer les processus, d'améliorer en fait la gouvernance en d'autres termes. Je ne sais pas si je me suis égarée un peu de ton... Ah, ben, ça, je voulais une question ouverte. En tout cas, moi, je pense que c'est intéressant tous les points que tu as amenés là, pour la considération à la fois de la consultation et de la participation, puis remettre en lumière le fait qu'il y a aussi des pseudo-consultations. Là. Il y a des fois, on fait porter sous l'aura de bien paraître, on sert des mots qui finalement ont perdu de leur substance. Moi, j'aimerais peut-être vous entendre aussi sur le côté légitimité. Moi, je pense que c'est un point, si vous voulez, en quoi tout ça... C'est quoi l'intérêt de rendre tout ça plus légitime? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Sinon, je me répondrai moi-même. Là. Mais je pense que tout cet exercice-là, quand on parle d'une vision d'université qui est plus circulaire, quand on parle de consultation, de participation réelle, puis Vincent, ce que tu as présenté comme nouveau collège électoral, en tout cas pour la partie du vote qui est des professeurs, puis de remettre en lumière le fait que peu importe l'étiquette qui est à côté, peu importe le trait d'union, ce qu'il pourrait avoir professeur, à la base, nous sommes tous professeurs. Comment vous voyez que tout ça, tout ce dont on parle comme étant une visée, parce que pour moi, la légitimité à la fin, c'est peut-être la visée ultime, là, en tout cas, un des objectifs ultimes de tout ça, si vous voulez parler un petit peu de ce que c'est la légitimité, en quoi c'est important, puis en quoi ça donne plus de vie, plus de portée aux décisions qui sont prises. Qui veut se mouiller? Ou à contrario, vous pouvez aussi y aller. La légitimité, c'est un sujet philosophique abyssal. Alors, c'est sûr que peut-être que je ne suis pas nécessairement la bonne personne pour ouvrir le bal, mais je dirais que ici, dans le fond, la légitimité, c'est la légitimité du pouvoir. Donc, ça veut dire que c'est la reconnaissance, évidemment par un mécanisme démocratique, de la désignation de ceux qui sont investis de ce pouvoir-là. Mais dans toute démocratie, il y a toujours des contre-pouvoirs, donc des mécanismes, parce qu'on est tous des humains, on a tous des passions, on a tous des ambitions qui, des fois, vont déborder le bien commun. Donc, c'est l'idée qu'il faut des contre-pouvoirs et que des mécanismes de consultation et de participation démocratique viennent légitimer un pouvoir et légitimer des décisions qui sont prises à ce moment-là collectivement. Donc c'est vraiment, moi je dirais, un acte politique et c'est peut-être ce qui fait peur dans le processus des consultations et de la participation, c'est que finalement, c'est l'exercice d'un pouvoir politique. Et donc la légitimité ici, elle est une légitimité de la reconnaissance d'un pouvoir qui est accepté, disons, et surtout concédé par tous pour exprimer la volonté de tous ici. Alors, plus le mécanisme de démocratie est transparent, collaboratif, consultatif, plus la légitimité va être grande. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'écueil là-dedans. Puis je ne voudrais pas idéaliser là, les processus démocratiques. On sait que c'est compliqué, mais en même temps, l'avantage que ça donne plus de consensus, même si ça prend plus de temps, ça donne plus de cohésion. Et à l'intérieur on sait que les universités, depuis déjà un certain temps, passent par des crises identitaires, on pourrait dire ça comme ça. Et je crois qu'il faut revenir à des éléments de base qui constituent la colonne vertébrale de nos institutions. Et surtout, là, dans je dirais, le contexte politique, géopolitique et puis de transformation de nos sociétés, je crois qu'il faut vraiment réaffirmer ce qui fait la force de ce que c'est qu'une université et ça passe par des actes politiques à travers des processus démocratiques qui légitiment les décisions collectives. Est-ce que Caroline ou Vincent souhaitait ajouter?
Ben, en fait, je rajouterais peut-être aussi ce que ça permet de faire, c'est de développer des projets fédérateurs, des visions fédératrices et qui permet justement de pouvoir, particulièrement dans des institutions telles que l'université, s'assurer d'être vraiment, d'éviter les effets au bout du jour ou et donc s'assurer que la vision souhaiter de l'université soit la plus partagée possible. Et c'est quand même assez important parce que ça implique aussi un certain nombre disons, d'effets mobilisateurs, c'est-à-dire que ça donne du sens au travail qu'on fait, puis ça donne du sens aussi à la dimension collective et à l'impact du savoir sur la société, puis à son importance. Donc, pour moi, ça apparaît important de pouvoir parler de ces choses-là, ne serait-ce que pour légitimer la fonction d'université dans la société actuelle. Oh, Vincent? Peut-être d'un point de vue, ça me semblait difficile de répondre après Marie-Hélène et puis Caroline, mais en réfléchissant, je me suis dit, bon, prenons le point de vue syndical. D'un point de vue syndical, peut-être, je m'avance un petit peu là, mais peut-être que ça permettrait d'asseoir beaucoup plus solidement la légitimité de la position de la haute administration. Par exemple, après avoir signé un contrat de travail qui donne une convention collective, qui donne des nouvelles obligations contractuelles, parce que c'est ça, une convention collective, c'est un contrat de travail qui a une valeur juridique très, très, très importante, ben, plutôt que d'avoir une administration qui va tenter d'amoindrir la signification des gains qui ont été faits ou des mots qui ont été enchâssés dans la convention collective, peut-être qu'en ayant une légitimité plus forte, pourrait se dire, bon, ben, on doit mettre en œuvre, on doit travailler à ce que ce nouveau contrat soit pleinement mise en œuvre, mise en fonction. Une plus forte légitimité d'une administration pourrait peut-être je rêve en couleur là, à conduire à ce genre de comportement. Bon, moi, je pense que c'est permis de rêver. Puis moi, je pense pour faire écho à ce que Marie-Hélène a dit, dans le fond, on est, bon, entre guillemets, chanceux. Il y a déjà un collège électoral. Ce qu'on propose, c'est de l'améliorer, de le rendre plus fidèle, plus, là j'ai le mot anglais, mais que ça conduise encore plus à une réelle participation, une réelle consultation, une réelle démocratie, comme ce qui a été mis dans la convention collective 2023-2027. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui souhaitent intervenir, peut-être donner des exemples, commentaires, questions? Oui? Bonjour, Charles Bellemare, département d'économique. J'essaie de me rappeler la position complète du SPUL pour la réforme du collège électoral. Je me souviens que tous les professeurs auraient un droit de vote. Évidemment, ça, c'est bien. Il y avait aussi un volet grand public que j'essaie de me souvenir. C'était l'idée de remplacer, je ne connais pas les chiffres, là, mais un certain nombre de personnes qui siègent en ce moment et qui viennent du grand public par, là, corrigez-moi, là, mais ma mémoire, c'était comme un tirage aléatoire de personnes venant de la région de Québec. Ouais. Vous avez mentionné que l'administration semble dire que la position du SPUL, elle est difficile à mettre en place d'un point de vue technique. Et je me demande, faire voter les professeurs, techniquement, c'est simple, mais aller tirer au hasard, oui, dans la population des gens, c'est pas clair dans ma tête comment on pourrait procéder. Je pense qu'on avait discuté la collaboration de la Ville de Québec. Ça, je peux imaginer qu'il y a un élément assez complexe à ce niveau-là. Juste, ma question était, quand ils disent que la position du SPUL, elle est problématique d'un point de vue technique, est-ce que c'est ce volet-là qui pose problème versus simplement nous envoyer un vote électronique comme on sera en mesure de le remplir assez facilement? Je peux répondre. Oui, Vincent, si tu veux parler un peu de ce qui peut être compliqué pour les profs, mais au-delà de ça, ce qui est proposé pour remplacer. Au-delà de ça, et puis c'est vrai que c'est des discussions qu'il y avait eu aussi en conseil syndical, dans une deuxième étape, je pense, plutôt en février. Et c'était un mandat que nous avait donné le conseil syndical aussi de réfléchir à cet aspect-là, parce que la première
proposition, effectivement, évacuer la représentativité des membres de l'extérieur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, dans le fonctionnement actuel, il y a effectivement une représentation de membres de l'extérieur de l'université, qui sont, je crois, les 14 personnes représentant de l'extérieur qui siègent au conseil d'administration. Alors, bon, ils ont tout à fait leur légitimité et puis leur expertise à apporter dans le conseil d'administration tel que celui de l'Université Laval, mais si on regarde un peu plus en détail, on a des représentants des banques, de l'assurance, du milieu des affaires, de la construction, etc., etc. Bon, alors, est-ce que c'est vraiment représentatif de la population que dessert l'université en général et qui essaye de la grande région de Québec et puis du Québec? On peut se poser la question. Alors, la proposition qui avait été faite, c'était donc de sortir des membres votants ces personnes-là et puis de les remplacer, alors justement pour prendre en considération, alors c'est à peu près, ces 14 voix, c'est à peu près 10% des membres votants du collège électoral. Et l'idée qui avait été trouvée, c'est Jean Ruel, qui était alors vice-président au syndicat aussi, au comité exécutif, qui est arrivé un matin avec cette idée. J'ai trouvé le truc, vous allez voir, c'est génial. Et de remplacer ça par un groupe de 200, 250, 260 personnes qui seraient effectivement tirées au hasard dans la grande région de Québec. Alors, il y a des moyens techniques pour faire ça. On peut demander la collaboration effectivement aux villes ou au Québec, Lévis, et puis de tirer ils ont des listes, hein, ils ont des listes électorales, c'est ça, sur laquelle on peut piger au hasard des personnes. Le nombre de 260 a été avancé parce que statistiquement, c'est ce qui permet dans un échantillon, dans une population par exemple large, d'avoir un échantillon représentatif. C'est-à-dire que on va justement avoir des gens avocats, hommes d'affaires, grands patrons, etc., mais aussi le boulanger du coin ou la femme de ménage au Château Frontenac. Donc, on est susceptible de vraiment avec ce chiffre-là, on a une distribution représentative de ce qu'est la population de Québec. Au niveau statistique, ça tenait la route. Et donc, ça permet vraiment d'ancrer l'université dans son milieu, de faire participer les gens du milieu à la vie de l'université, puis à la vie démocratique, puis à l'élection du dirigeant. Et évidemment, alors là, l'idée, c'était de dire que cet ensemble de voix va au final représenter 10%, donc le même poids, on lui attribue le même poids que ce que représentent les membres de l'extérieur actuels. Il n'est pas question de devenir chambouler ça, de l'amoindrir ou de le réduire, mais en se basant sur une vraie représentativité du milieu plutôt qu'une représentativité biaisée nécessairement par les membres qui siègent au conseil d'administration. C'est ça l'idée. Alors techniquement, c'est sûr, c'est peut-être un défi un peu plus, une coche au-dessus de faire participer les professeurs, mais ça permet d'ouvrir le discours, puis ça veut dire que les candidats doivent aussi s'adresser à la population, non seulement des professeurs, mais à la population de Québec pour leur expliquer justement c'est quoi leur vision de l'université. Alors ça vient enrichir, à mon sens, ça viendrait enrichir le débat, que quand on se sent concerné, on va écouter et puis qu'on a une voix à donner, on écoute un peu plus ce qui est mis sur la table que quand on n'a pas son mot à dire. Est-ce que ça... Merci Vincent. Marie-Hélène? Oui, l'idée, c'est que ça poussait jusqu'à sa logique ultime la question de la participation démocratique. Et que le discours de dire que l'université est dans la ville, on s'est dit, voilà comment traduire en quelque sorte démocratiquement, politiquement, l'université dans la ville de Québec, enfin dans la région de Québec. Donc, évidemment, c'est un scénario possible, c'est-à-dire que c'est ce que nous, on a proposé. Mais là encore, on est ouvert à la discussion. Encore faut-il qu'on s'assoie et qu'on discute. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas cette ouverture-là. Mais je crois que, encore une fois, il faut avoir l'imagination de nos institutions. Notre démocratie, nos institutions démocratiques, notre système de santé, notre système éducatif sont ébranlés de toutes parts. Je crois que là, il faut repenser
les éléments essentiels de nos institutions. Et je crois, enfin, disons que collectivement, on en est à penser ça à travers la participation démocratique pour refléter, pour mieux faire face aussi aux enjeux qui s'en viennent. Et sur le plan syndical, je crois que ça permet aussi aux professeurs de repenser leur place au sein de l'institution et des mécanismes de pouvoir de notre institution, puis nous réinvestir collectivement dans toutes ces instances qui existent déjà, mais où il faut se manifester davantage. C'est ce que je dirais pas mal pour conclure. Oui, merci Marie-Hélène. Je pense que c'est bien de rappeler qu'il y a des propositions sur la table, puis le SPUL est prêt à en discuter. Mais comme Marie-Hélène l'a présenté, il y a deux visions d'université qui sont là, puis il y en a une où nous sommes davantage partie prenante et on prend davantage part aux décisions. Est-ce qu'on a une dernière question, un dernier commentaire? C'est juste un commentaire. Je pense qu'un des gros problèmes à l'université en ce moment, c'est qu'on est dans un mode de confrontation. On est resté dans un mode de confrontation alors qu'on aurait dû, en principe, en sortir avec la signature de la Convention. Puis je regarde, par exemple, tantôt ce que vous disiez, Mme Gagnon. À l'heure actuelle, on entend beaucoup de la part de la haute administration. On consulte depuis X années. Ben, moi, ça fait 35 ans, mais j'en ai jamais vu de ces consultations-là. Je n'ai jamais vu de rapport de ces consultations-là. Par contre, on nous demande de voter au CU. Puis quand on dit qu'on représente nos facultés, non, vous ne représentez pas vos facultés. Vous êtes ici en tant que personne pour voter. Vous ne représentez pas vos facultés. On se le fait dire. Je regrette, là, mais en tout cas, moi, dans ma tête, ça ne marche pas comme ça. Là. Oui, Marie-Hélène? Oui, alors vous mettez le doigt sur un problème qui est la représentativité. Hein, c'est-à-dire comment, et ça c'est un vrai enjeu, parce que justement quand on est réduit à son individualité, on n'est plus dans le collectif. Et là, justement, dans les mécanismes démocratiques, c'est réinstituer le collectif, c'est réinstituer les mécanismes où l'information circule, où on va justement discuter avec les autres, consulter. Enfin, c'est toute cette mécanique-là du collectif qu'il faut remettre en branle, mais ça veut dire... C'est clair que ça prend du temps. Évidemment, des fois, on peut s'enliser dans les discussions. Il faut être conscient que c'est, encore une fois, c'est pas le système c'est pas le système parfait, mais là, on a le choix entre comment dirais-je, refaire en sorte que nos institutions nous appartiennent et par ça se mettre pleinement dans la participation et dans le, comment dirais-je, dans les mécanismes qui nous permettent de décider collectivement et puis à tous les niveaux dans l'université. Mais c'est vrai que le contexte actuel est malheureusement conflictuel avec la haute administration. C'est triste à dire, mais c'est ce que l'on constate. Mais je crois qu'il faut quand même continuer à réaffirmer toujours qu'on croit en notre institution, on croit dans les mécanismes et les processus consultatifs, dans la participation des professeurs au sein de toutes les instances qui existent et qu'on le manifeste. Merci Marie-Hélène. Oui, Caroline? J'ajouterais peut-être, dans le fond, ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de mettre au cœur du débat la mission de l'université, puis qu'elle soit clairement défendue, mais clairement explicitée, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre, mais qu'on puisse en mesure de prendre des décisions sur cette mission-là qu'on veut bien nous faire porter. Et parfois, on se rend compte que c'est pas si clair la mission qu'on veut faire porter, alors que dans le fond, nous, on travaille vraiment à pouvoir clarifier cette mission-là, pour être en mesure de la supporter de manière plus adéquate. Puis les processus participatifs, consultatifs servent à ça en grande partie, pour réaffirmer haut et fort cette mission-là. Puis tout à l'heure, on parlait des processus d'intégration plus largement des personnes de la société,
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ramène aussi ce volet-là de notre mission, qui est aussi la contribution à la société. Et donc, ça aussi, c'était un élément intéressant. Il y a l'aspect enseignement, il y a l'aspect recherche, mais il y a aussi le volet service à la collectivité qui est aussi au cœur de toute mission universitaire, qu'on oublie parfois, surtout quand, par exemple, les membres du CA viennent uniquement d'un secteur en particulier de la société, qui sont souvent des secteurs qui sont des secteurs privilégiés de l'économie, par exemple, mais qui font abstraction d'un paquet d'autres contributions qui sont essentielles pour la société en général, puis pour le Québec plus largement. Merci, Caroline. Vincent, souhaites-tu ajouter un petit quelque chose avant que je file vers la conclusion? Dernière chance de participer. Ce que je voudrais peut-être, moi, il me semble que une des clés de ça aussi, c'est de présenter, que les visions soient claires. Moi, je pense que la vision du syndicat, puis la vision des professeurs dans ce que devrait être l'université, puis il me semble qu'on l'exprime clairement depuis assez longtemps, puis sur beaucoup de tribunes, et puis qu'elle est partagée assez largement. Ce qu'on déplore un petit peu, par exemple, dans la manière d'aborder les questions comme la révision des statuts, par exemple, au conseil universitaire, c'est que la vision qui est sous-tendue par le projet qui est sur la table, on a beaucoup de mal à se la faire expliquer. On demande, mais expliquez-nous et ayons le débat. Proposez votre vision, on propose la nôtre, puis les professeurs proposent la leur. Le débat se fera au conseil universitaire, le vote se fera là-dessus, et au moins ce sera clair. Mais même cet aspect-là est difficile à obtenir. Donc, pour que la consultation soit fonctionnelle puis remplisse son rôle, il faut que la vision qui soit ce qu'on veut faire, etc., soit clairement énoncée, puis on peut se prononcer en fonction de ça. C'est un autre élément qui me semble pertinent aussi. Oui, effectivement, la clarté de l'information pour pouvoir se prononcer, prendre une décision éclairée. Je pense que c'est fondamental. Moi, je tiens à remercier Marie-Hélène qui nous a fait la distinction de deux types d'universités, puis pour avoir une véritable circularité où on s'approprie les décisions plutôt que de se les faire imposer. Je pense que la distinction est bien claire et limpide. Puis Caroline nous a élaboré davantage. Je le remercie pour ça, la consultation, la participation qui pourrait être mise en œuvre davantage au sein de notre université. Puis un exemple plus particulier sur lequel Vincent a élaboré, le collège électoral qu'on remet en question, qu'on veut réellement, quant à moi, bonifier. Je vous remercie tous pour avoir présenté et préparé ce sujet-là aujourd'hui. Je remercie les gens présents, je vous remercie pour vos questions, je remercie aussi les gens en ligne. Merci d'avoir été là. Donc, je vous l'ai dit tantôt, il s'agit du deuxième midi débat organisé dans le contexte du 50e anniversaire du syndicat des professeurs et professeurs de l'Université Laval. C'est le deuxième d'une série de 4. Les 2 prochains auront lieu à la session d'hiver. Se porteront ces 2 débats-là, un sur l'université complète et l'autre sur la gouvernance. Alors, c'est un rendez-vous. Gardez l'œil ouvert. On va vous inviter. Vous allez recevoir ça dans vos courriels. Il y aura des affiches. Alors, gardez l'œil ouvert. Vous mettrez ça à l'agenda quand l'information sera divulguée. Et aussi, même avant ça, je tiens à remercier aussi Stécie Baudouin, qui est derrière, évidemment, toute la permanence du SPUL aussi, qui nous aide à organiser tout ça. Et Stécie va se retaper nos présentations, vos questions, formater ça, et ce sera disponible incessamment sur YouTube pour ceux qui l'auraient raté. Parlez-en à vos collègues qui pourront l'écouter en différé. Encore une fois, merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis bon après-midi.